cet avril, alors qu'est-ce que c'est que le SAGE? C'est le schéma d'aménagement de gestion des eaux. Et c'est cette structure-là qui gère entre autres les plans algues vertes. Et à l'occasion donc de la discussion sur ces plans algues vertes, qui sont décidés là, au niveau local, eh bien, j'ai entendu la représentante de la Chambre d'agriculture, qui est d'ailleurs candidate suppléante dans le canton de Plestin, Michel Leronou, dire « Ah ben oui, oh là là, il faut qu'on arrête un peu sur les conversions d'agriculture biologique, parce que on ne peut plus suivre et on ne peut pas écouler les produits. » Ça, c'était il y a un mois. Ben, c'est quoi? Ça signifie tout simplement qu'on ne veut pas utiliser l'argent à bon escient. Parce qu'effectivement, c'est les agricultures biologiques qu'il faudrait partout sur les bassins versants. Et si vous n'encouragez pas cela, vous savez très bien ce qui se passe. Les agriculteurs bio, qu'est-ce qu'ils font? Ils manifestent, puisque après 3 ans de conversion, ils ne seront plus aidés. Donc, vous avez beaucoup de personnes qui sont prêtes à passer, à changer de système, qui vont être freinées, puisqu'on ne va pas les aider. Alors qu'on aide puissamment, vous le savez très bien, l'agriculture intensive. Parce que si jamais vous faites la vérité des prix qui consiste à dire, eh bien, les subventions agricoles qui sont données aux porchers, les subventions agricoles qui sont données par l'Europe, qui sont données par la France, qui sont données par la région. Monsieur Burlot et monsieur Girard, et puis tout le conseil régional sortant, accordaient des subventions de 50 000 € pour l'ouverture de méga poulaillers. Ça, c'est encore en cours. Et les mécaniseurs et autres. Eh bien, cet argent-là, bien sûr qu'il faudrait l'utiliser à bon escient. Mais là encore, on bute sur la volonté politique. Quelle volonté politique existe-t-il en Bretagne? Celle de se voiler la face et de donner l'argent aux pollueurs. C'est à ça que ça revient. Donc moi je rêve, parce que vous avez un député, vous avez Kerlogo à Guingamp, vous avez Le Fur, vous avez quoi encore? Qu'est-ce qu'il faut encore pour leur expliquer ça? Ils sont cons à ce point-là pour pas comprendre ça. Vous faites venir Bruno Le Maire ici, là, on pourrait s'expliquer, il a 4 gosses, il sait ce que c'est qu'une politique familiale, mais Macron ne l'écoute pas. Vous pouvez ça, parler, vous serez là, on sera au cimetière et puis on n'aura rien fait. Alors donc il faut faire quelque chose, moi je ne sais pas ce qu'il faut faire. Il faut faire quelque chose. Voilà, David. Bien sûr. Bien sûr. Mais non, c'est dans l'opinion. C'est pour ça qu'on est là. Mais justement, moi, c'est la question, la manière dont vous avez posé la question m'intéresse tout. Moi, je connais rien, mais bon. Non, mais c'est intéressant parce que vous avez touché le cœur du problème. C'est comment on arrive à convaincre les agriculteurs en conventionnel qui ont été formés à faire comme ça. On leur a dit de faire comme ça. Ils sont dépendants d'un modèle. Comment on les convainc, eux, d'aller sur la conversion? Eh bien, moi, c'est la même réponse que celle que votre question contenait, en mettant de l'argent sur la table d'abord. Pomouichodi, vous avez une école. Ouais. Il y avait un curé là. Ouais. Un curé à Pomouichodi. Ouais. Il a la coperle de Lamballe. Tout ça, c'est là aussi qu'il y a du travail à faire. Parce que s'ils sont en dehors de la plaque, il faut leur rentrer dedans. Mais exactement. C'est la première des choses. Mais exactement. Un curé à la con là, qui est venu ici démolir Jean-Paul II, là, l'imbécile, là, le curé qui est mort là. Il est venu démolir Jean-Paul II à Lannion en public en plus. Ah oui. Alors, bon. Ça, c'est des personnages de l'histoire locale. Et cette famille, elle est à Lamballe. Lamballe, c'est important. Mais, ouais, tout à fait. Mais alors, sur la conversion, c'est-à-dire le problème qu'un certain nombre d'agriculteurs qui aujourd'hui veulent passer en agriculture paysanne, bio, éventuellement avec des plus petites surfaces, c'est que les grandes coopératives, Triscalia, le Crédit Agricole, etc., leur ont fait contracter des emprunts monstrueux. Et donc ils n'arrivent plus à tirer de revenus pour une partie, ils en ont par-dessus la tête de dettes, et ils voient en plus que certains s'en sortent mieux
et tirent un revenu dans l'agriculture bio et en maraîchage, même sur vraiment des petites surfaces, comme tu disais. Donc l'idée, c'est que maintenant, les pouvoirs publics, vu qu'il y a un intérêt de tout le monde, et c'est ce que disait Yves-Marie, il y a un intérêt de tout le monde à ce qu'il y ait une conversion, il faut que les pouvoirs publics aillent voir ces agriculteurs et leur disent on met sur la table la question de l'annulation de la dette paysanne. C'est-à-dire que si on annule ta dette, on fait une conversion de l'exploitation, et si ton exploitation est trop grosse par rapport au cahier des charges, on installe des nouveaux sur l'exploitation en même temps, qui vont te former, parce que le contenu de la formation, il est essentiel, et aujourd'hui, il est maîtrisé par la FNSEA. Et s'il y a bien une ligne de clivage qui compte dans cette élection, c'est celle qui passe entre ceux qui sont du côté du lobby agro-industriel et les autres. Et l'actuelle majorité régionale, et vous parliez de Marc Le Fur, vous savez comment on l'appelle à l'Assemblée nationale? Si on a un groupe là-bas. À l'Assemblée nationale, il l'appelle le député des cochons. Il passe sa vie à défendre les porcins, les gros porcins. Pas ceux qui galèrent, pas ceux qui sont dans la merde. Donc voilà, c'est contre ces gens-là qu'il faut se battre. Et c'est pour ça qu'on a une campagne. Il faut le mettre en face de la gueule de Le Fur. Tu lui mets des centaines de morts tous les ans, depuis 50 ans, dans l'agriculture. Ils sont à Auray, là, dans le cimetière, 600 personnes. Il y a des centaines tous les ans qui ont un problème de pognon. Ouais. On va passer donc à une nouvelle question là, parce que sur ma gauche j'ai une question là aussi. Qui s'est suicidée, elle avait 4000 francs à payer Crédit Agricole, Ouais. elle s'est suicidée. Bah oui, ça c'est bien triste. Alors tu mets ça dans la gueule de Le Fur et celui-là, tu lui bottes le cul. Alors, voilà. On prend une autre question là, parce qu'il est déjà donc 19h. Oui, une question, ou plutôt en même temps quelque part une réponse. C'est que dans ce débat qu'on a depuis tout à l'heure, quel est le problème? C'est que depuis des années, les politiques, tous les politiques, ont abandonné le terrain. À tous les niveaux. Et on a laissé les mains libres au capital. Et le capital, eh ben, lui, il n'est pas là pour rendre du service public, il n'est pas là pour penser aux gens, il est là pour faire du fric. Et je crois beaucoup au fait qu'on puisse reprendre la politique. Parce que la copine abordait tout à l'heure la question des télécoms. J'étais au télécom, au PTT à l'époque. Ben, c'est parce que le gouvernement a dit à un moment donné il faut rattraper le retard technologique qu'on a effectivement massivement embauché au PTT à l'époque pour mettre le réseau à niveau. Et une fois que ce réseau fonctionnait très bien, on a eu la privatisation voulue par les gouvernements de gauche et de droite. Et aujourd'hui, la réalité, c'est que nous sommes dans le secteur, dans de nombreuses communes, et je suis particulièrement concerné, en précarité téléphonique et numérique. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus Internet, on n'a même pas le téléphone. C'est quoi ce monde? Je crois qu'on a besoin de reprendre ces questions-là en main et effectivement de repenser le service public et le besoin d'intervention des politiques pour effectivement l'ensemble de l'aménagement du territoire. Bravo. Quelqu'un veut intervenir là? Moi j'ai juste une petite réaction là-dessus. Effectivement, le problème que tu soulèves sur les télécoms, il existe aussi sur d'autres secteurs, c'est-à-dire les barrages qu'on est en train de privatiser. Là, j'étais dans mon tour de Bretagne, dans le tour de Bretagne qu'on fait, on était vers Saint-Brieuc, il y a le barrage de Douessant. Ben, ça fait 2 ans, il était EDF, et puis là, il est mis en concession, en vente au privé. Et tous les barrages comme ça risque de finir comme ça du fait d'une directive européenne, celle de la libéralisation du marché de l'énergie, qui fait que les barrages, une fois qu'ils ont été amortis, c'est-à-dire qu'on a fini de les payer, ben on les file au privé. Ils ont fait pareil avec les autoroutes, et d'une certaine manière, ça fait partie de l'opération générale de la destruction de la puissance publique, dont toute la société souffre, et on l'a bien vu cette année, avec l'épidémie, avec le fait que l'hôpital public était en situation de grande précarité pour répondre à une crise imprévue, et on l'a vu également sur notre appareil industriel et sa maîtrise. Ah, il n'y a plus de masques, ah, tel médicament, il n'y a plus, etc. Donc je crois de la conscience du fait que depuis 30 ans, et je crois que ça va aussi dans le sens de ce que tu disais, il n'y a pas de politique industrielle cohérente. La seule politique industrielle cohérente qu'il y a, c'est la destruction de l'industrie. Vous prenez le développement des énergies marines renouvelables, qui est une nécessité absolue et qui serait créatrice d'emplois ici en Bretagne. Eh bien, par exemple, sur les marées motrices, il y avait une expérience qui allait être menée au large de Brest.
eh bien, lorsque Hollande et Macron, encore eux, hein, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'ils font la paire, et que c'est grâce au Parti Socialiste qu'on est gouverné par le gouvernement le plus ultra-libéral qu'on ait eu depuis 50 ans, bon, eh bien, Macron et Hollande, ils ont privatisé Alstom Energy. Ils l'ont vendu, enfin pas privatisé, ils l'ont vendu, ils ont accepté sa cession à General Electric. Eh ben, il y avait alors je suis pas un grand technicien, mais il y avait quelque chose qu'on allait mettre à l'eau, une machine, une turbine marémotrice, elle était sur le port. Eh ben, General Electric est venu et a dit vous pouvez plus la mettre, parce que maintenant c'est à nous. Et ils sont repartis avec et on a perdu le brevet qu'il y avait chez Alstom Energy. Donc c'est une opération de saccage de notre appareil industriel. Et c'est bien par la puissance publique et à partir de la puissance publique qu'il faut le reconquérir. Donc, j'ai une autre question derrière moi, mais juste une petite précision aussi, parce que j'ai une casquette aussi, accord libre-échange en fait. Ce que les gens ont peut-être oublié un petit peu, ce sont les accords de libre-échange, hein, genre TAFTA, CETA, etc. Et le fameux TISA aussi. Ça, je ne sais pas si vous le connaissez. What is it? Ouais, donc TISA, c'est Trade and Services Agreement. C'est les accords sur le commerce des services qui est en négociation actuellement. Alors, ça, bien sûr, là, on dit que tous les services publics sont privatisés depuis donc une vingtaine, trentaine d'années. Juste pour rappel, l'OMC, ça date de quand? C'est pas vieux, hein? C'est 95. 95. Le premier accord de l'OMC, c'était quoi? Je vous le rappelle. Parce que quand on est au télécom, ça, c'est le genre de choses qu'on rappelle. L'accord global sur le commerce des services. Et qu'est-ce qu'il disait, grosso modo, cet accord-là? Tous les pays membres de l'OMC, il faut privatiser vos télécoms, il faut privatiser votre poste, il faut privatiser vos aéroports, il faut privatiser vos autoroutes, il faut privatiser vos ports, etc. Voilà, donc on paye, c'est même une politique mondiale, quoi. Mais on n'est pas obligé d'oublier, en fait. Hein. Et demain, on privatisera la santé et l'éducation. Oui, et justement, demain dans cette longue liste à l'après-vert, qu'est-ce qu'il reste à privatiser? Il ne reste pas grand-chose, en fait. Hein. Alors moi, je vous invite à aller seulement sur le site de l'Union européenne. L'Union européenne le dit bien depuis 4-5 ans qu'ils sont en train de négocier le fameux TISA, donc l'accord sur le commerce des services. Et qu'est-ce qu'il reste à privatiser? Je vous donne en mille. Il y a la santé et l'école. Et j'ai une question derrière moi. C'est une question qui concerne Pascal. Je voudrais savoir, est-ce que de votre exploitation, vous en vivez, et vous en vivez bien, et si vous en vivez bien, à combien vous êtes sur cette exploitation pour en vivre? Alors, sur l'exploitation, en fait, je suis seule. Mais depuis quelques mois, ma fille vient de me rejoindre. Nous sommes autosuffisants. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas, enfin on a une banque, mais on n'a pas de crédit, on n'achète rien, on va chez Triscalia pour les boulons, voilà. Donc on arrive à bien en vivre. Maintenant au niveau des prix, en fait on regarde ce qui se fait autour de nous et puis on est au même prix, quelquefois moins cher, ça dépend des produits. Voilà. Mais on se plaint pas du tout et je pense qu'il y a de la place pour les autres, hein. Parce qu'on n'a que des toutes petites productions. Donc si on est plein de tout petits, on arrivera à satisfaire la demande. Mais voilà, il en manque. Quand j'étais petite, dans mon quartier, il y avait 10 fermes. Aujourd'hui, il y en a 2. Moi, avec mes 16 hectares, et l'autre qui en a plus de 100. Et qui s'en fout de mettre du lisier quand il pleut. Donc ça va direct à la rivière. Et on se moque de moi parce que j'ai fait des talus pour protéger l'eau, alors que il n'y a rien qui va aller dans la rivière de chez moi. Voilà. Je crois qu'ici, j'ai quelqu'un pour compléter tes propos aussi, Pascal. Oui, Pascal, juste les difficultés de se mettre en bio éventuellement. Alors, je vais répondre aussi au monsieur. Moi, j'étais à l'école à Pommery-Jody avec le fameux abbé Como. Alors, j'ai... Il ne payait pas les charges sociales pour ma femme. Ah ben, ça m'étonne pas. C'est Dieu qui pourvoyait. Alors, s'installer en bio, changer toute une vie, je pense que c'est pas évident. Je pense qu'il faut se remettre en question, mais énormément.
Moi, j'ai eu de la chance d'être agricultrice à 20 ans, de quitter l'exploitation, d'avoir une expérience de vie différente et de revenir à la terre. Et de pouvoir exploiter, j'ai eu une chance énorme de pouvoir faire ce que j'avais vraiment envie de faire. Mais quelqu'un qui n'a connu que ça, bon, il y a les moyens financiers, peut-être qu'il faut les aider, mais il faut surtout changer les mentalités. Et il y a tout un travail à faire de formation, parce qu'ils ne savent pas comment faire. Ils ne comprennent pas. Quand je travaille la terre, moi j'ai qu'un tout petit tracteur. Hein. Eux, ils viennent avec leur gros truc là. Ouais, ils se mettent sur le bord de la route et puis ils me regardent faire. Et puis après, ils se disent, mais elle fait comment là? Parce que ces champs, ils sont pas si sales que ça, parce que normalement, les bio, on a des champs très sales. Hein. Mais ces champs, ils sont pas si sales que ça. Alors des fois, ils viennent me voir, ils me disent, ouais, mais c'est pas possible, là, t'as mis du produit. Alors je dis, mais non, j'avais un problème, j'ai mis mes cochons pendant 1 an, et puis voilà le résultat. Il n'y a plus de problème, voilà. Mais il faut les former. Parce que je crois qu'ils sont ils peuvent pas comprendre pour l'instant. Ils sont pas prêts. Oh bah non. Il est plus vieux que moi, mon tracteur. Une autre... Ah non, vous avez une autre question aussi? Vas-y, Marie. Vas-y. Pour aller complètement dans le sens de ce changement de mentalité qui est extrêmement difficile, et c'est sûr et certain qu'il faut commencer par le portefeuille. C'est-à-dire aussi que si vous voulez aider des exploitants qui sont surendettés, ils ne seront pas disponibles psychologiquement et mentalement s'ils sont sous le coup d'une pression permanente d'avoir à rembourser des emprunts considérables qu'ils ont pu faire. C'est évident. Donc ça commence par ça. Mais je suis d'accord, c'est une condition nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. C'est pas suffisant, il faut après faire un énorme travail. Et moi je peux comprendre, vous demandez à des personnes de changer complètement leur logiciel de vie. C'est pas évident. Alors, c'est cette difficulté-là qu'il faut essayer d'abord d'appréhender de l'extérieur pour essayer après de donner tous les moyens justement à ces exploitants, une fois qu'ils n'ont plus la pression de la dette paysanne, de pouvoir penser la vie autrement. Et là, effectivement, il va falloir sortir des codes bien appris à Pauvry-Jaudy en particulier. Hein. Bien que ça change un petit peu quand même. Hein. Il y a quelques petites... j'ai des informations. Ils sont obligés quand même, ne peuvent pas être hermétiquement fermés à la société. Hermétiquement hermétique, ouais. C'est ça. Et donc, pour moi, pour parler de ça, il y a un film qui en parle très bien, qui a eu d'ailleurs un succès dans les campagnes. Et quand on s'affrontait au coquelicot, parce que vous savez comment que c'est, la FNSEA, dès qu'il y a une manifestation organisée par les écolos, on organise une contre-manifestation. Et donc c'est comme ça qu'à Poirette, voilà. Alors, en plus, et là, à Poirette, nous avons été confrontés à l'occasion de la manifestation coquelicot contre les pesticides. Nous avons eu un débarquement de membres de la FNSEA. Et alors là, là on est dans un discours de sourds. Hein. Et ils venaient là parce qu'on attaquait les pesticides, qui est leur outil de travail. Donc ça, c'était impensable pour eux. Bon, dialogue de sourds, il y a juste quand même quelques-uns qui écoutaient un petit peu quand on leur parlait de ce film, justement, hein, Au nom de la Terre. Au nom de la Terre. Je trouve que c'est une bonne illustration de la dette paysanne, c'est une bonne illustration de cette descente aux enfers que connaît
à un exploitant agricole et qui est tiré, vous le savez, d'une histoire vraie, puisque c'est le fils qui raconte ça. Eh bien, quand on parle de ça à des exploitants agricoles, quand même là, ça les travaille. Ça les travaille. Et d'ailleurs, je sais que ce film a eu un grand succès dans les campagnes, mais curieusement pas dans les villes. Hein. Bon. Et que, c'est ça, avec Guillaume Canet, et que beaucoup de ces exploitants sont venus voir le film. Donc ça fait partie, ça aussi, des outils, je dirais, pédagogiques pour essayer de changer les mentalités. Et tant que ces mentalités ne seront pas changées, effectivement, on aura toujours des grands partisans, un, des pesticides et de la chimie, et deux, de la mécanique. Les tracteurs ne sont jamais assez gros. Voilà. C'est cette logique-là qu'il faut rompre. Il y a des moyens financiers, mais il y a aussi une mentalité à changer, c'est incontestable. Ok, merci Yves-Marie. On va prendre une dernière question et après, donc... non, une dernière question, puis après, donc Pierre-Yves, tu pourras donc conclure en fait la soirée. Une dernière question sous forme de boutade qui s'adresse à Loïc. J'ai des poules, j'ai acheté des sacs coquillés. Est-ce que je dois me sentir coupable? Bien évidemment. Évidemment. C'est un apport de calcaire pour les poules, oui. Et puis après tout, elles font des œufs avec des coques calcaires. Donc tu remets les coques dans le jardin, puis c'est bon aussi. Hein. Non, mais c'est vrai que on va pas dire tout est blanc, tout est noir. Évidemment, on est toujours dans le compromis. Toujours est-il que c'est un petit exemple. Moi aussi, j'ai trouvé du merle dans ma cave quand j'ai acheté la maison. Il y avait du merle dans un sac. Et je ne savais pas ce que c'était. J'étais pas encore au sable à l'époque. Donc oui, clin d'œil. Donc Pierre-Yves, là maintenant, donc c'est aussi proportionnel à la quantité prélevée. Pour nourrir 2 poules, il faut très peu de sable. Pour amender 10 hectares, on n'est plus du tout sur la même quantité. Puis t'avais qu'à t'arrêter au pied d'une côte et puis en ramasser sur le tas qu'il y a là. Il y a des tas partout de sable coquillé. Ou ouvrir un sac orange qui tient les panneaux de signalisation. Là. Ça aussi, c'est du sable coquillé. Ça, il y en a partout. Dans ton cimetière. À côté de Fougères, j'ai enterré ma petite sœur de 77 ans. Pourquoi? Parce qu'elle a attrapé un cancer. Pourquoi qu'elle a attrapé un cancer? Parce qu'elle a bu de l'eau de sa prairie bourrée de pesticides. Voilà. Oui. Elle a perdu 15 ans de vie. Voilà, je vous salue. Donc, Merci. Merci. Pierre-Yves, tu peux donc suite à cette discussion, débat, donc voilà, nous faire donc la petite conclusion, nous dire ce que tu en retiens, voilà. Tu as 5, 10, 15 minutes, comme tu veux. Non, mais je vais tâcher de ne pas faire trop long, car beaucoup a déjà été dit. Merci beaucoup à vous d'être intervenus. Je suis particulièrement content et fier de partager cette tribune à la fois avec ces personnes qui luttent depuis fort longtemps avec une expertise considérable. Yves-Marie, voilà, tu es bien connu pour avoir porté ce combat et c'est à partir de ce fil rouge-là, celui de nous reprenant à cette heure dans cette élection, eh bien nous pouvons espérer changer les choses. Mais c'est également à partir des points d'appui concrets que, par exemple, Pascal, tu fais vivre avec ton exploitation, que nous pouvons dire il est possible de changer de modèle. Car s'il n'y avait pas d'autres fermes, si c'était bien que du conventionnel ultra concentré partout, on nous dirait mais vous délirez. Convertir le modèle agricole, mais de quoi parlez-vous? Or, et c'est bien ce qui a affleuré dans la discussion, beaucoup d'agriculteurs aujourd'hui se le disent. Beaucoup se disent que la question de la conversion n'est pas si absurde que ça. Et quand on parle d'un changement de mentalité, je ne reviens pas sur la proposition de dette paysanne, de l'annulation de la dette paysanne qui est centrale dans notre programme, que nous sommes les seuls à porter, et pour laquelle vous avez déjà, si vous suivez notre campagne, des explications à la fois dans les textes que j'ai écrits, mais dans les multiples vidéos, et puis dans le programme qui sera bientôt disponible. Je relire Cédric, notre graphiste, réseaux sociaux, etc., qui fait un travail formidable, qui sera bientôt disponible sur Internet.
Je ne reviens donc pas là-dessus, mais le débat sur le changement des mentalités est décisif. Si on ne pose le débat qu'à partir du changement de mentalité, le risque, c'est de perdre d'avance. Parce qu'on va arriver avec des arguments tantôt rationnels, tantôt, et là c'est pire d'une certaine manière, moraux, et personne n'écoutera. C'est pourquoi il est important de commencer à penser la conversion du modèle à partir de la condition économique des agriculteurs. Car il n'y a pas d'écologie sans producteurs, pas d'écologie sans ouvriers qui construisent des turbines, pas d'écologie sans agriculteurs qui travaillent les sols, et dans les deux cas, il en faut davantage. Et dans les multiples rencontres que ces derniers jours m'ont donné à voir et qui vraiment me réjouissent, il y a à Ilion hier deux agriculteurs qui m'ont expliqué pourquoi ils étaient passés à un mode d'agriculture biologique et paysanne, etc. Parce que c'est des petites surfaces, on peut aussi faire du bio-industriel, hein, il y en a qui font ça. Mais là on parle vraiment d'une autre conception, plus dense en emploi, en harmonie avec nos milieux de vie. Celle, bref, que nous portons politiquement à la fois au niveau national et dans le cadre de la région Bretagne, qui en la matière peut être la région d'expérimentation de cette bifurcation, puisqu'elle est sans doute l'une des plus importantes sur le plan agricole et la première sur le plan de l'élevage intensif. Donc s'il faut faire bifurquer, ça commence par ici. Et il me racontait l'une qu'elle était d'abord dans les Deux-Sèvres en volaille intensive. Et alors vraiment avec énormément de poulets. Et puis à un moment donné, il fallait contracter justement un nouvel emprunt. Vous voyez que la question économique n'est jamais loin de celle des consciences. Et en cela, Karl Marx n'avait pas tort, n'est-ce pas? Mais elle se dit, avec son mari, un nouvel emprunt, c'est pas possible. On va pas s'en sortir. Et surtout, deuxième moment de conscience, elle se dit, mais finalement, la viande que je produis, je la mange pas. Je la mange pas parce que c'est pas bon. Et donc, il faut changer. Et elle est passée ici en élevage laitier avec un petit troupeau. Et puis elle fait un peu de volaille. Mais voilà, un petit, 1400 qui sont en plein air, etc. Et ils sont bien plus heureux ainsi. Et l'autre qui avait changé, qui était passé en conversion, il l'a fait à partir de la crise de 2008. Pareil, difficulté financière, comment on s'en sort? Eh bien finalement, la conversion vers l'agriculture écologique et paysanne peut être un moyen de s'en sortir financièrement. C'est donc pour et avec les agriculteurs qu'il faut mener ce combat. Mais ceux qui tiennent ce discours d'habitude dans les termes que je viens d'employer, pour et avec les agriculteurs, en général, ils n'ont qu'un mot à la bouche, la complémentarité des modèles. C'est le cas de Loïc Chenet-Girard dans cette élection, c'est le cas de Thierry Burlot, c'est le cas dans une certaine mesure, et comme cela me surprend un peu, de Daniel Cueff également. Il faut discuter avec tout le monde, mais alors ce tout le monde étant complètement indistinct, on sait qu'il contient fondamentalement, dans une région dominée par le lobby agro-industriel, la FNSEA, les plus gros producteurs, Triskalia, et ces entreprises qui, non contentes de détruire notre environnement, abîment notre santé et appauvrissent non seulement appauvrissent les agriculteurs, mais également en diminuent le nombre. Hier, j'ai rencontré les ouvriers de Triskalia qui se sont fait intoxiquer. Eh bien, vous savez, on ne sort pas tout à fait pareil. Je les avais déjà vus à Brest lors d'une conférence, mais on ne sort pas pareil après avoir entendu cette histoire. Parce qu'à ce moment-là, on se dit que Triskalia, c'est pas uniquement une entreprise qui, on va dire, influencerait notre modèle de développement dans la mauvaise direction. Ce sont des gens qui n'ont rien à faire de la condition humaine, rien à faire de la condition des ouvriers qui y travaillent. Et nous, notre rôle comme mouvement politique, c'est à tous les ouvriers qui bossent dans l'agroalimentaire, à tous ceux qui souffrent, de dire nous sommes à vos côtés et les pouvoirs publics doivent vous appuyer. C'est ce que nous ferons au Conseil régional, car c'est la voix que nous portons, celle des gens que nous avons rencontrés les jours derniers. J'en terminerai là en disant que, bien entendu, la stratégie industrielle de développement doit également être mise en débat.
c'est ce dont nous nous sommes rendus compte absolument en passant par Saint-Brieuc, puisque le projet d'éolien en mer de Saint-Brieuc est conçu en dépit du bon sens, surtout sur le plan économique. C'est-à-dire qu'il relève essentiellement de la même libéralisation du marché de l'énergie dont nous parlions tout à l'heure, et est uniquement conçu pour la rentabilité à 20 ans d'une entreprise privée qui, bien une fois qu'elle sera partie, et il n'y a là aucune planification cohérente du service public de l'énergie et de la transition énergétique que nous demandons. C'est donc là également quelque chose qu'il faut penser de façon démocratique. Et en Bretagne, c'est l'enjeu de cette élection, il faut mettre en débat les questions qui n'y sont pas. Lorsqu'on nous parle encore et encore de la Bretagne à 5 départements, nous nous disons d'accord.